Je suis sociologue, je travaille au CNRS, ici à l'IRESCO, au laboratoire Culture et Sociétés Urbaines, et aussi au MAGE, au GDR, Marché du Travail et Genre. Ça fait 25 ans que je travaille sur les questions de genre, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Auparavant c'était les femmes, auparavant c'était... Voilà. J'avais commencé... donc il y a 25 ans, j'avais fait une thèse sur féminisme et syndicalisme, les syndicats à l'épreuve du féminisme, puis j'ai travaillé sur les grèves, le syndicalisme ouvrier, et ensuite sur le travail et l'emploi des femmes. Et de là, j'en suis venue à l'idée d'une sociologie de l'emploi, pas seulement du travail. Et puis ensuite, avec d'autres, j'ai créé le groupement de recherche Marché du Travail et Genre, le MAGE, puis la revue Travail, Genre et Société. Voilà, le MAGE existe depuis 1995 et la revue depuis 1999. Et voilà. Alors, la place des femmes sur le marché du travail, un chiffre, peut-être là, elles sont 46% de la population active, c'est-à-dire qu'elles sont près de la moitié du monde du travail. Elles en étaient le tiers dans les années 60. Donc là, il y a eu quand même une mutation sociale extrêmement importante qui s'est effectuée. Les femmes sont passées de un tiers à la moitié du monde du travail. Et je pense que ce changement ne concerne pas que les femmes, c'est l'ensemble du monde du travail qui a été transformé par cette féminisation du salariat. Ça ne veut pas dire que le travail des femmes est nouveau. Les femmes ont toujours travaillé, ça on ne le redira jamais assez. Sylvie Schweitzer a écrit un livre là-dessus qui s'intitule comme ça, et c'est juste. Mais depuis les années 60, il y a eu une espèce de lame de fond qui a touché la France et l'ensemble des pays européens, qui est cette féminisation du monde du travail. Alors, qui sont ces femmes qui sont sur le marché du travail? Qui sont ces femmes? D'abord, il faut savoir que cette mutation s'est faite quand on analyse sociologiquement, par plusieurs mouvements. Il y a eu d'une part la salarisation. Ces femmes qui sont arrivées depuis les années 60 sur le marché du travail sont pour l'essentiel des femmes salariées. Les femmes aujourd'hui en France, et pour la première fois depuis les années 75, sont en proportion plus salariées que les hommes. Donc la salarisation de la société s'est faite par l'apport des femmes, ou on peut dire en sens inverse, les femmes ont bénéficié du mouvement de salarisation, mais en tout cas, ce sont deux mouvements concomitants. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est une transformation très importante des comportements d'activité des femmes. C'est-à-dire dans les années 50, 60, la norme, le comportement d'activité dominant pour les femmes, c'était la discontinuité de la vie professionnelle. La majorité des femmes, quand elles avaient des enfants, s'arrêtaient de travailler pour reprendre après. Les taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans, ils étaient de 40% dans les années 60. Aujourd'hui, et depuis 20 ans maintenant, aujourd'hui, le modèle dominant, ce n'est plus celui de la discontinuité, c'est celui du cumul. La majorité des femmes, l'écrasante majorité des femmes, n'arrêtent pas de travailler lorsqu'elles ont des enfants. Les taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans, ils sont aujourd'hui de 80%. Donc on est passé de 40 à 90%. Et ça, c'est un changement radical dans le rapport des femmes à l'emploi, mais plus largement à la famille, à la vie. Et ça, c'est la deuxième mutation sociologique très très importante. On aurait pu imaginer que devant ces millions de femmes qui ont afflué sur le marché du travail depuis les années 60, on aurait pu imaginer que leur activité se diffuserait dans l'ensemble de l'économie. On aurait pu d'autant plus l'imaginer que, autre changement sociologique majeur, les filles réussissent mieux à l'école et à l'université que les garçons, et ce depuis les années 1970. Baudelot et Stabler, Marie Durubella l'ont très bien montré. C'est en 1970 que les filles ont commencé à rattraper, puis à dépasser les garçons à l'école et à l'université. Donc, on aurait pu imaginer que les femmes ne s'arrêtant plus de travailler lorsqu'elles ont des enfants, et ayant un niveau d'éducation plus important que celui des garçons, il n'y avait pas de raison, aucune raison pour qu'elles restent concentrées dans quelques secteurs d'activité. Alors bien sûr, on pourra dire les filières d'enseignement restent fortement sexuées, les filles sont plus dans les lettres et moins dans les sciences. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que c'est pas. Il y a des disciplines entières qui se sont féminisées, qui sont devenues mixtes. Le droit, l'économie, la médecine. Et bon. Néanmoins, la concentration des emplois féminins dans un petit nombre de secteurs d'activité reste très forte, et quand on regarde les chiffres de plus près, cette concentration s'est même accentuée depuis les 20 dernières années. Donc les femmes, la majorité des femmes sont
salariées du tertiaire, elles sont employées, elles sont vendeuses, elles sont caissières, elles sont employées de bureau, elles sont dans le salariat, pour beaucoup dans le salariat d'exécution. Alors il y a aussi un certain nombre d'autres femmes, les deux mouvements coexistent, qui ont accédé à des emplois de cadre, elles sont aujourd'hui plus du tiers, qui ont accédé à des professions, autrefois à prédominance masculine, à des professions qualifiées, elles sont devenues magistrates, avocates, médecins, journalistes. Ces professions se sont féminisées sans se dévaloriser, et c'est important. Mais ça ne concerne pas la majorité des femmes. Il y a un écart de plus en plus important, et c'est ça qui est très troublant dans la période, entre capital scolaire des jeunes femmes, leur réussite. Dans la compétition scolaire universitaire, elles s'en sortent bien, mieux que les garçons. Arrivées sur le marché du travail, hop, c'est la chute. La première grande tendance, c'est la féminisation du monde du travail. Elle s'est déroulée partout en Europe, partout, à des rythmes différents, hein, avec des points de départ et des points d'arrivée différents, mais c'est quand même une lame de fond qui a touché toute l'Europe, hein, euh, depuis les années 60. Alors avec des rythmes différents, c'est vrai que certains pays avaient des traditions d'activité féminine plus fortes, d'autres moins, mais on en arrive à un point où, vous savez, on a en tête l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Ben, ça ne marche pas. La géographie, là, elle ne colle pas à la sociologie. C'est vrai que les taux d'activité des femmes étaient traditionnellement plus bas en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal. C'était vrai, mais aujourd'hui, les taux d'activité des femmes au Portugal, par exemple, ils sont aussi élevés qu'en France et presque aussi élevés que dans les pays scandinaves. En revanche, en Allemagne, si vous enlevez l'ex-Allemagne de l'Est, les taux d'activité étaient beaucoup plus bas et sont toujours beaucoup plus bas, même avec l'apport de l'Allemagne de l'Est. Aux Pays-Bas, les taux d'activité des femmes sont toujours plus bas et étaient plus bas. Donc l'espèce de clivage nord-sud qu'on a en tête, ce stéréotype-là, il est faux, hein. C'est vrai qu'il y a eu des rythmes différents. Moi, j'avais obtenu d'Eurostat qui me fasse il y a un certain nombre d'années une recherche sur les courbes d'activité des femmes en Europe depuis les années 60, parce qu'on les avait toujours depuis les années 80, mais j'aimais bien voir l'histoire, j'aime bien les séries longues. Et là, par exemple, j'ai vu quelque chose que je n'imaginais pas, c'est qu'il y avait au moins 4 pays dans les années 60 qui avaient la même configuration de ce point de vue-là. C'était le Danemark, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Dans ces 4 pays, les taux d'activité des femmes étaient comparables et surtout le modèle était le même. C'était des courbes d'activité discontinues. Les femmes entraient sur le marché du travail jusqu'à 25 ans, s'arrêtaient de travailler et puis reprenaient. Donc la traditionnelle courbe bimodale. Que voit-on 30 ans, 40 ans après? On voit qu'au Danemark, très vite, cette courbe bimodale s'est transformée en une courbe en U. Les femmes, l'écrasante majorité des femmes ne s'arrêtent plus de travailler quand elles ont des enfants. En France, c'est la même chose. En revanche, au Royaume-Uni et en Allemagne, la courbe, il y a plus de femmes qui travaillent, beaucoup plus, mais la courbe est toujours restée bimodale. Les femmes, une grande partie des femmes s'arrêtent toujours de travailler lorsqu'elles ont des enfants. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les normes sociales ont évolué différemment. C'est vrai qu'en France, il y a eu une rupture de ce point de vue-là. La norme auparavant, dans les années 50, pour une femme, c'était de s'arrêter de travailler lorsqu'elle avait des enfants. Aujourd'hui, la norme sociale, pour une femme, c'est de travailler qu'elle ait des enfants ou pas. Et c'est vrai, ce n'est toujours pas vrai en Grande-Bretagne, ce n'est toujours pas vrai en Allemagne. Donc, quand on regarde les taux d'activité, c'est vrai qu'ils ont augmenté partout, ils sont proches. Vous avez les plus forts taux d'activité dans les pays scandinaves, les plus faibles taux d'activité, vous les trouvez en effet en Italie, en Grèce, vous les trouvez aussi au Luxembourg, mais derrière les taux d'activité, il y a des normes sociales. Et c'est vrai qu'elles ont évolué de façon différente, hein. D'une part. Ce que l'on retrouve partout, c'est des taux de chômage, ce sont des taux de chômage beaucoup plus élevés pour les femmes que pour les hommes, partout, sauf au Royaume-Uni. Mais là, pour une raison, alors que j'ai été amenée à regarder de près, parce que c'était une petite énigme, hein, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que le marché du travail britannique est moins discriminant? Bon, un petit doute là-dessus, mais enfin, il faut quand même aller voir, hein, le doute est un moteur chez nous, donc voyons. Alors, c'est vrai que le taux de chômage des femmes britanniques est inférieur au taux de chômage des hommes. Pourquoi? D'une part, à cause du travail à temps partiel, parce qu'il y a tout un segment du marché du travail
qui est à temps partiel et qui est dévolu aux femmes. Et donc les femmes retrouvent du travail sur ce segment du marché du travail. Mais c'est aussi parce que en dessous d'un certain nombre d'heures travaillées, en dessous d'un certain salaire, au Royaume-Uni, quand on travaille à temps partiel, on ne bénéficie pas de couverture sociale et donc pas d'assurance chômage. Donc, une grande partie des femmes qui travaillent à temps partiel, lorsqu'elles perdent leur emploi, elles n'ont pas d'assurance chômage, elles ne sont pas inscrites comme chômeuses, elles retombent, si je puis dire, dans l'inactivité, c'est-à-dire qu'elles disparaissent des chiffres du chômage. Il y a une bonne partie du chômage des femmes britanniques qui est gommée par ce système. Donc voilà, le chômage, qu'est-ce qu'on peut dire sur les grandes tendances? Ce qui est très frappant, c'est de voir que la concentration des métiers féminins, des emplois féminins, est très forte partout. Ségrégation horizontale et verticale, c'est un trait dominant partout en Europe. Et très curieusement, que les taux d'activité soient très très élevés ou beaucoup moins élevés, la ségrégation reste quelque chose d'un espèce de noyau dur du fonctionnement du marché du travail. Les inégalités de salaire, elles sont différentes selon les pays, mais elles existent partout aussi. Oh, les sociologues du travail, ils ont mis bien longtemps. Ils ont mis bien longtemps à voir qu'il y avait des femmes qui travaillaient. La sociologie du travail telle qu'elle s'est constituée en France autour de Friedman, autour de Naville, ça a été une sociologie du travail et des travailleurs au masculin neutre. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, dans leurs recherches, dans leurs enquêtes de terrain, ils n'ont pas rencontré de femmes au travail. Non, pire que ça, ils n'ont pas vu qu'il y en avait. Regardez Le monde des employés de bureau de Michel Crozier, il est peuplé d'êtres asexués. C'était une époque où on parlait des ouvriers du textile, sans voir que la majorité d'entre elles étaient des femmes. D'entre elles, comment dit-on? La grammaire, la sociologie font pas bon ménage là. Donc, il y a eu pendant très longtemps une espèce comment dire, de silence sur ces questions. Et, alors bien sûr, il y a eu quelques voix et quelques écrits tout à fait pionniers. C'est Madeleine Guilbert en sociologie du travail, c'est elle qui a ouvert la voie, elle, Viviane Isambert-Jamati, André Michel plus sur la sociologie de la famille, mais c'était dans les années, au milieu des années 60. Il a fallu attendre leurs travaux. Et par ailleurs, ces travaux, aujourd'hui on les considère comme pionniers, aujourd'hui ils sont marquants. À l'époque, je crois qu'ils n'ont pas marqué. Pour notre revue Travail, Genre et Société, on a interviewé, pour le numéro 1, d'ailleurs premier numéro en 99, on a été interviewé Madeleine Guilbert aujourd'hui à la retraite, et on lui a demandé comment elle voyait rétrospectivement le travail qu'elle avait fait, les fonctions des femmes dans l'industrie, son livre. Et elle nous a répondu, j'ai pas la phrase là, mais je pourrais vous la retrouver. En gros, c'était « Oh, mes collègues ne considéraient pas que c'était un travail de sociologue, ils considéraient que c'était un travail de femme. » Je crois que ça dit tout. Ça dit tout sur la méconnaissance et le mépris, quand même, le mépris. Et il a fallu longtemps pour sortir de cette méconnaissance et de ce mépris. Très longtemps. Et encore. Et encore. Et encore. Il y a toujours... voilà, il y a une chose que je voudrais dire, qui me frappe, qui ne me touche plus moi personnellement, parce que je pense que j'ai plus l'âge, mais qui m'a touchée quand j'étais plus jeune et qui touche, je vois mes doctorantes, qui touche mes jeunes collègues. Il y a toujours, quand on travaille sur les questions d'hommes, de femmes, sur nous pèse toujours le soupçon du militantisme. Parce qu'on travaillerait là-dessus, on ferait un travail militant et non pas un travail sociologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les gens qui travaillent sur l'éducation, qui travaillent sur la religion, qui travaillent sur le chômage, ils sont plus neutres, ils sont plus objectifs que ceux qui travaillent sur le genre? Ça, je ne comprends pas. Mais pourtant, c'est quelque chose qui reste. Et je vois autour de moi, mes jeunes collègues qui travaillent là-dessus ont toujours besoin de se défendre de ça. Et ça, quand même, ça va pas. Ça va pas. En effet, c'est une construction. Ce qui est important de dire là-dessus, sur cette question des inégalités, c'est qu'on n'est pas dans un système où on assiste à une espèce de reproduction pure et simple. C'est pas la reconduction des éternelles inégalités. Et quand on dit ça, il y a deux conceptions qui me paraissent fausses. L'idée de reproduction à l'identique, ça ne se fait pas comme ça. Et autre chose, l'idée de pente naturelle vers le progrès. C'est faux aussi, ça va s'arranger.
avec le temps ça va passer. Non, avec le temps ça ne s'arrange pas, et d'autre part ce n'est pas de la reproduction. Les frontières de l'inégalité, on a fait un livre collectif là-dessus, elles se déplacent, elles sont mouvantes, et elles se reconstruisent en effet tous les jours, et elles se reconstruisent y compris dans les nouveaux métiers, regardez, dans les nouvelles technologies de l'information. Pourquoi il y a si peu de femmes? C'est pas là, il n'y a pas une tradition, c'est pas les ouvriers du livre, hein. Il n'y a pas une vieille tradition sociologique qui fait que c'est un métier masculin. Non, on recrée de toutes pièces des métiers masculins, des métiers féminins. Moi j'avais regardé ça, l'enquête la plus belle que j'ai faite là-dessus, c'était dans l'imprimerie. En effet, où on a essayé de voir, c'était avec Chantal Nicole, comment, dans une profession historiquement très masculine, les ouvriers du livre, l'arrivée des femmes remet en question la définition même des métiers, des qualifications, et comment cette entrée des femmes s'accompagne en permanence d'un processus de déqualification du travail des femmes, de déqualification au sens de négation de la qualification, ce qui ne veut pas dire que leur travail n'est pas qualifié, mais la qualification n'est pas reconnue. Je crois que beaucoup de choses se jouent là. Moi je me souviens très bien, je vais vous raconter cette enquête, c'était dans un grand quotidien de la presse régionale, le plus grand. On arrive, il y avait une grève des clavistes, elle voulait avoir l'égalité de salaire avec les ouvriers du livre. Il y avait 3000 francs d'écart à peu près, et donc on était allé voir classiquement une grève pour l'égalité des salaires, essayer de comprendre. Et donc vite on s'est rendu compte qu'il fallait remonter en arrière et voir toute l'histoire de l'entrée des femmes dans cette procession pour comprendre la construction sociale des inégalités. Parce que qu'est-ce qui apparaissait? Première chose, on nous fait visiter les ateliers de fabrication du journal. On voit quoi? Une grande salle avec d'un côté des femmes en blouse blanche qui tapent sur un clavier ordinateur. On nous dit c'est les clavistes, elles sont employées non qualifiées. Une rangée de plantes vertes au milieu, de l'autre côté des hommes en blouse blanche, qui tapent sur un clavier ordinateur. On nous dit ce sont les ouvriers du livre, c'est des ouvriers qualifiés. Ah, alors expliquez-moi la différence. Les uns gagnent 3000 francs de plus que les autres, et je voyais le travail qu'ils faisaient était le même. Bon, alors là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué, mais en effet, pour un travail quasiment identique, chaque fois, à chaque phase de l'évolution technologique, on a gardé une toute petite différence entre le travail des hommes et le travail des femmes qui justifiait le fait qu'elles n'étaient pas qualifiées et eux étaient qualifiés. Au début, ça commençait avec les machines. Les premiers ordinateurs, eux avaient des machines qui justifiaient les marges, qui alignaient, et elles avaient des machines qui ne justifiaient pas. Et donc la justification de la différence, c'était ça, la marge, la justification. Le travail qualifié était de justifier. Le travail non qualifié était celui qui ne justifiait pas. C'était juste une différence de machine. Et ensuite, au fur et à mesure que la technologie a changé, chaque fois, on a reconstruit une différence. Alors, il y a mille autres choses. Eux travaillaient en conscience. Elles avaient un rendement à faire. En fait, elles faisaient beaucoup plus au rendement, mais on m'expliquait c'est du travail bête, elles font de la saisie au kilomètre. Eux, ils font de la saisie correction, c'est du travail qualifié. Bon, c'est du travail bête de la saisie au kilomètre, donc elles font des erreurs comme elles veulent. Ah non, elles n'ont droit qu'à 5% d'erreurs. Ah, donc elles font de l'autocorrection. Oui, bien sûr, elles en font un peu forcément, mais c'est de la saisie au kilomètre, donc ce n'est pas qualifié. Alors, on pourrait continuer longtemps, mais vous voyez, c'est ça. La construction de la différence, elle se fait tout le temps. Et là, cet exemple, il est beau parce que précisément, c'est un métier qui a une tradition, qui a une vieille tradition d'exclusion des femmes, mais ce qui se jouait à ce moment-là, c'était il y a une quinzaine d'années, ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas seulement au nom de l'histoire, c'est aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de fabrication, on construit des différences. Sur les formes d'emploi, ça c'est c'est un pan très important des inégalités aujourd'hui entre hommes et femmes dans la société. Je vous disais tout à l'heure, le monde du travail aujourd'hui, il est mixte. Mixte au sens de non, il n'est pas mixte. Les femmes représentent près de la moitié du monde du travail. Pour employer un terme moderne, la parité, on l'a. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'égalité. Et dans ces inégalités, il y a l'accès au marché du travail. Alors, parallèlement à la croissance très forte et très soutenue de l'activité féminine, on a assisté à une montée en puissance du chômage des femmes et de toutes les formes de précarité qui ont affecté le marché du travail depuis 20-25 ans aujourd'hui. Les femmes sont beaucoup plus au chômage que les hommes dans ce pays.
elles pâtissent beaucoup plus de la précarité, de la dérégulation du marché du travail. Le sous-emploi les concerne massivement et la pauvreté laborieuse les touche en premier. On peut reprendre, décliner ces différents éléments. Peut-être je vous donne les chiffres récents là-dessus sur le chômage. Oui. Par exemple, le chômage, c'est très frappant quand vous regardez les débats sociaux, débats sociologiques, débats politiques sur le chômage. On parle tout le temps en termes d'inégalité. Hein. On parle du chômage des jeunes, des moins jeunes, des vieux. On parle du chômage des cadres, on parle du chômage des qualifiés, des non qualifiés, on parle du chômage de longue durée. On ne parle jamais du chômage des hommes et des femmes. Et pourtant, c'est quand même la première des inégalités. Le taux de chômage en 2002, alors la dernière enquête emploi, celle de 2002, il est de 8,9%. Si on le ventile par sexe, ça donne 7,9 pour les hommes et 10,1 pour les femmes. Donc un très gros écart. Le chômage des jeunes des moins de 25 ans, c'est vrai qu'on régulièrement on s'en offusque, c'est vrai, c'est un scandale, c'est vrai. Mais il y a un scandale à l'intérieur du scandale, c'est que quand on dit que le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans, il est de 20%, d'accord, pour les hommes, il est de 18%, pour les femmes, il est de 23%. Donc là, vous avez une différence énorme. Et c'est d'autant plus quelque chose qui doit surprendre sociologiquement que les jeunes de moins de 25 ans, aujourd'hui, ce sont des jeunes hommes et femmes, parmi lesquels les jeunes femmes ont un niveau d'éducation supérieur à celui de leurs homologues masculins. C'est un âge, moins de 25 ans, où l'effet famille ne joue pas. L'âge de la première maternité en France, aujourd'hui, il est de 29 ans. Donc, moins de 25 ans, les jeunes femmes ne sont pas pénalisées sur le marché du travail parce qu'elles auraient des enfants ou des charges familiales ou je ne sais quoi. Pas du tout. Pourquoi est-ce que l'écart entre chômage féminin et masculin, c'est chez les moins de 25 ans qu'il est le plus fort? Là où l'effet diplôme joue en faveur des filles et là où il n'y a pas d'effet famille. Et ça, on n'en parle pas. Autre chose, le taux de chômage par catégorie socio-professionnelle. Bon, partout, il y a des écarts, mais quand même, n'oublions pas que le chômage en France, il est essentiellement le fait des employés et des ouvriers. On parle beaucoup du chômage des cadres, parce que celui-là, il choque. Mais le chômage des ouvriers, il choque qui? Et à l'intérieur des ouvriers, le taux de chômage des ouvriers, c'est 11,4%. En général, celui des hommes, c'est 10,2%, celui des femmes, c'est 16%. C'est un taux de chômage de 16%, ce qui est énorme. Le taux de chômage des cadres, il est de 4%. Donc c'est tout à fait incomparable. Or là, il y a des inégalités absolument énormes qui ne sont pas dites. Sur les 2 300 000 chômeurs qui étaient recensés à l'enquête emploi de 2002, 1 600 000 sont des employés ou des ouvriers. Et parmi eux, beaucoup de femmes. Les femmes sont toujours plus au chômage. Or ça, on n'en parle jamais. Ça, on n'en parle jamais. Et là, il y a pour moi une espèce de... C'est notre collègue espagnole Teresa Torms qui employait ce terme. Elle parlait de tolérance sociale à l'égard du chômage. Elle en parlait pour l'Espagne. Je crois qu'on peut dire exactement la même chose à propos de la France. Il y a une vraie tolérance sociale au chômage des femmes. Sinon, comment comprendre ce silence sur des inégalités aussi criantes, aussi frappantes? Plus de 80% des gens qui travaillent en partiel sont des femmes. Alors on peut nous dire, moi ça fait des années, ça fait longtemps que je travaille sur ce champ, donc j'ai un petit peu de recul, ça fait au moins 20 ans que j'entends dire, mais maintenant non, ça va se rééquilibrer, les hommes vont s'intéresser au temps partiel, ils vont le prendre. On ne l'a pas vu depuis 20 ans, le temps partiel c'est plutôt féminisé que masculinisé, et il a augmenté en France de façon très considérable. Il faut savoir, c'est important sur le travail à temps partiel, que en France, nous n'avons pas de réelle tradition du travail féminin à temps partiel, au sens où, à la différence de nos voisins européens, d'un certain nombre de nos voisins européens, à la différence de l'Angleterre, à la différence de l'Allemagne, des Pays-Bas, des pays scandinaves, ce n'est pas par le biais du temps partiel que les femmes ont envahi le salariat. Les femmes la féminisation du salariat s'est faite massivement à partir des années 60 par le biais du temps plein. Le temps partiel, il est arrivé quand? Il est arrivé dans les années 80 et il a été dopé par des politiques publiques volontaristes qui ont poussé à la création d'emplois à temps partiel, qui ont subventionné les entreprises pour qu'elles embauchent à temps partiel. Il y avait 1 500 000 personnes travaillant à temps partiel dans les années 80, il y en a près de 4 millions aujourd'hui, dont plus de 80% de femmes.
Et ça, c'est quelque chose dont on a très peu débattu, si ce n'est sur le chapitre absolument désolant de la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Le temps partiel a reçu une sorte de bénédiction politique générale. C'est bon pour les femmes, ça leur permet de concilier vie professionnelle et vie familiale. Bien sûr, ça concerne aussi les hommes, mais pour les femmes, c'est formidable. Or, sous couvert de cette conciliation, au nom du bien-être des femmes, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé se créer des formes d'emploi totalement précaires, totalement dérégulées. On a laissé, en d'autres termes, se développer un sous-emploi absolument considérable, puisque la plupart des emplois à temps partiel qui ont été créés depuis 20 ans, 25 ans maintenant, l'ont été dans quelques secteurs, l'hôtellerie, la grande distribution, les services aux particuliers, aux entreprises, où là, ce sont les employeurs qui ont embauché à temps partiel, qui ont créé des emplois à temps partiel à des femmes qui ont choisi, certes, qui ont choisi quoi? Qui ont choisi de travailler quelques heures pour un salaire de quelques sous plutôt que d'être au chômage. Alors si on appelle ça un choix, je veux bien, mais c'est un choix un peu particulier. Hein. Et aujourd'hui, le résultat de ça, c'est que le sous-emploi s'est considérablement développé, et avec le sous-emploi, la pauvreté laborieuse. Ça, vous savez, on a mis très longtemps à avoir les chiffres des salaires mensuels des gens travaillant en temps partiel. Moi, je me souviens l'avoir demandé, je ne sais combien de fois à l'INSEE. Je me souviens l'avoir demandé quand je siégeais au Conseil supérieur d'éducation, de l'égalité professionnelle. J'avais demandé, est-ce qu'on pourrait avoir les statistiques? Hein. Arrêtons de parler du temps des hommes et des femmes, parlons de leur salaire. Combien il y a de gens qui travaillent pour un salaire inférieur au SMIC? Il a fallu attendre la fin des années 90, les travaux de Christelle Colin à l'INSEE, ceux de Pierre Concialdi et Sophie Pontieux à l'IRES et à l'INSEE, qui nous ont donné des chiffres et qui nous montrent que aujourd'hui, là je renvoie à Concialdi et Pontieux, il y a 3 400 000 personnes en France qui travaillent pour un salaire inférieur au SMIC. Parmi ces 3 400 000 personnes, il y a 80% de femmes. Et là, c'est une paupérisation d'une partie du salariat, on ne peut pas employer d'autres termes. Hein. Les politiques publiques ont créé de toutes pièces des poches de pauvreté laborieuse, invisibilisées là aussi, je pense, parce qu'elles sont largement féminisées. Je pense que si la pauvreté laborieuse était moins féminisée, on en parlerait plus. Là, comment vous dire, elle paraît... tout se passe comme si elle était trop féminisée pour être choquante. Hein. Parce que derrière tout ça, quand même, ça n'est jamais dit, plus personne n'oserait prononcer le mot, encore que, court l'idée du salaire d'appoint. Je dis encore que parce que je l'ai lu récemment dans la presse, un grand quotidien du soir, où il était question de salaire d'appoint. Bon, qu'est-ce que c'est le salaire d'appoint? Moi, je n'ai jamais rencontré, je ne sais pas ce que c'est. Simplement, ce que je vois, c'est qu'il y a des millions de gens dans ce pays. Ils sont plus nombreux que les chômeurs aujourd'hui, les chômeurs officiels, qui travaillent pour un salaire inférieur au SMIC. Alors, la pauvreté laborieuse, les travailleurs pauvres, les working poor, on en parle pour stigmatiser les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Là-bas, outre-Atlantique, là-bas, outre-Manche, ils ont réussi à comprimer le chômage à coup de mauvais emplois. Les bad jobs, la pauvreté laborieuse, c'est là-bas. Mais non, c'est chez nous. C'est chez nous, simplement, on ne les voit pas parce que ce sont des femmes. Sur la question des inégalités entre hommes et femmes, il y a une chose qui est très importante, c'est la visibilité ou l'invisibilité. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail de construction sociale de l'invisibilité de ces inégalités. On ne les voit pas. Hein, on ne les voit pas. Les courbes, quand vous regardez n'importe quel journal, tous les mois on nous sort les courbes du chômage, ça monte, ça descend, on commente dans le détail une décrue ou une augmentation de 0,1, 0,2. Jamais on nous donne les chiffres du chômage masculin et féminin. Jamais, jamais, jamais.